Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici les titres de votre journal. Indépendance vaccinale de la Guinée. Un mémorandum est signé dans ce sens entre le gouvernement et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. L'accord doit faciliter pour notre pays l'obtention des vaccins et du matériel d'injection. Et puis nous allons parler ce soir encore de la lutte contre le cancer du sein. La riposte se veut à la hauteur du mal. Des activités de sensibilisation et de dépistage sont organisées à l'occasion du mois d'octobre dédié au combat contre la maladie. Des fournitures scolaires pour des enfants défavorisés de Kodiaran et Koundian dans la préfecture de Mandiana. Le geste d'une société minière pour encourager et faciliter la scolarisation des tout-petits. Et c'est donc le soulagement pour les bénéficiaires. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par une série de décrets. Décret D 2024-0181 PRG CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2024-017 CNT du 8 juillet 2024. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2024-017 CNT du 8 juillet 2024 portant autorisation de ratification de l'accord de prêt entre la République de Guinée et la Banque africaine de développement BAD relatif au financement du projet d'appui au développement agro-pastoral, à la digitalisation et à l'accès au marché en Guinée, signé le 3 août 2023 pour un montant de 21 millions d'unités de compte. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 octobre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-0183 PRG CNRD SGG portant nomination au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Inspecteur général. Monsieur Fodé Salifou Silla, précédemment chef de la section planification, statistique et formation au ministère en charge du commerce. 2. Inspecteur général adjoint, monsieur Mouri Diallo. 3. Directeur national du commerce intérieur et de la concurrence, monsieur Mohamed Traoré, précédemment directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement au ministère en charge de l'enseignement supérieur. 4. Directrice nationale adjointe du commerce intérieur et de la concurrence, madame Saran Diaby, précédemment directrice préfectorale de l'agriculture et de l'élevage de Koya. 5. Directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, madame Diaka Kaba, spécialiste en finance et management d'administration, précédemment attachée de cabinet au ministère en charge du commerce. 6. Directrice nationale adjointe du commerce extérieur et de la compétitivité, madame Kadiatou Deka Kamara, précédemment chef de département contrôle de la restauration collective à l'Office national de contrôle de qualité ONCQ. 7. Directeur national de l'industrie, monsieur Boubacar Diallo, coordinateur du projet potentiel,
précédemment directeur appui aux entreprises à l'Agence de promotion des investissements privés APIPA. 8. Directeur national adjoint de l'industrie, M. Ibrahima Talibé Kamara, consultant Project Manager. 9. Directrice nationale de la promotion du secteur privé, Dr Karine Tad Diallo, précédemment directrice nationale des partenariats publics-privés. 10. Directeur national adjoint de la promotion du secteur privé, M. Sanoussi Kaba, gestionnaire. 11. Directeur national des partenariats publics-privés, M. Mandjou Kanté, précédemment directeur national adjoint de la promotion du secteur privé au ministère en charge du commerce. 12. Directeur national adjoint des partenariats publics-privés, M. Gouraïssi Bari, précédemment chef section dialogue public-privé à la division environnement climat des affaires et dialogue public-privé de la Direction nationale de la promotion du secteur privé DNPSP. 13. Directrice nationale des petites et moyennes entreprises et du contenu local, Madame Siaka Nio Tolno, précédemment directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne de promotion des exportations Agipex. 14. Directeur national adjoint des petites et moyennes entreprises et du contenu local, M. Saifoulaye Sherif Ba. 15. Directeur général de l'Agence guinéenne de promotion des exportations Agipex, M. Amadou Daf Baldé, précédemment directeur national du commerce extérieur et de la compétitivité. 16. Directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne de promotion des exportations Agipex, Madame Sayon Sila, chef d'entreprise. 17. Directrice générale du Fonds de développement industriel et des PME, Madame Fanta Berete, précédemment directrice nationale des PME et du contenu local. 18. Directeur général adjoint du Fonds de développement industriel et des PME, Monsieur Mamadou Bari. 19. Directeur général du Fonds de garantie de prêts aux entreprises FGPE, Monsieur Mamoudou Mara, précédemment directeur général de l'Agence guinéenne de promotion des exportations Agipex. 20. Directeur général adjoint du Fonds de garantie de prêts aux entreprises FGPE, Monsieur Karim Sangaré, consultant en management des projets et spécialiste en commande publique. 21. Directeur général du Centre pilote de technologie industrielle, CPTI, Dr Mamadi Bala Kamara, précédemment directeur national de l'industrie. 22. Directeur général adjoint du Centre pilote de technologie industrielle, CPTI, M. Benoît Delamou. 23. Directrice générale du Bureau de stratégie et de développement, Madame Bintou Ari Keita, spécialiste en suivi-évaluation, responsable base de données de la composante 1, amélioration de l'agriculture familiale et résilience au changement climatique à Agrifarm au ministère en charge de l'agriculture. 24. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Ousmane Bodier Bari. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 octobre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024
0184 PRG CNRD SGG fixant les classes de voyage, la durée et les indemnités journalières de mission. Le président de la République, vu la charte de la transition décrète. Chapitre 1. Dispositions générales. Le présent décret détermine les classes de voyage, la durée et les indemnités journalières de mission accordées aux membres du gouvernement, à la haute hiérarchie militaire, aux hauts cadres, au personnel des institutions républicaines et organismes publics autonomes, aux cadres et autres agents de l'État en mission à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les dispositions du présent décret concernant les indemnités journalières de mission ne s'appliquent pas aux présidents des institutions républicaines qui sont régis par des dispositions spécifiques. Sont considérés comme haute hiérarchie militaire le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major général adjoint des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, l'inspecteur général des forces armées, le chef d'état-major particulier du président de la République, les chefs d'état-major des armées de terre, air et mer, le haut commandant adjoint de la gendarmerie nationale, les chefs d'état-major adjoints des armées de terre, air et mer. Au cadre, les membres titulaires du Conseil des ministres nommés par décret, les conseillers du président de la République, le directeur de cabinet de la primature et son adjoint, les secrétaires généraux des départements ministériels, le directeur de cabinet du ministre en charge de la Défense, les secrétaires généraux adjoints des secrétariats généraux, les conseillers de la primature et des départements ministériels, y compris les conseillers techniques, les chefs de cabinet des départements ministériels, les officiers supérieurs et officiers des forces de défense et de sécurité, les ambassadeurs, les directeurs généraux et adjoints de la douane, de la police et des conservateurs de la nature, les directeurs nationaux, généraux et adjoints de l'administration publique, les inspecteurs généraux et adjoints des ministères, les gouverneurs de région et les préfets, les directeurs et recteurs d'institutions d'enseignement supérieur et de recherche, y compris les autres établissements publics. Cadres, les conseillers consulaires et attachés diplomatiques et les consuls, les attachés de défense, les chefs de division et équivalents de l'administration publique, les sous-officiers des forces de défense et de sécurité, les attachés de cabinet, les chefs de section et équivalents de l'administration publique, les représentants des partenaires sociaux devant participer aux rencontres tripartites, autres agents de l'État, les chargés d'études et équivalents de l'administration publique, les hommes de rang et agents de police, le personnel d'appui, chauffeurs et gardes du corps. Chapitre 2. Mission sur le territoire national. L'indemnité de mission sur le territoire national est une allocation financière accordée aux membres du gouvernement, à la haute hiérarchie militaire, aux hauts cadres et agents de l'État, afin de leur permettre de faire face aux frais occasionnés par une mission d'intérêt public se déroulant sur le territoire national. La mission sur le territoire national qui donne droit à une indemnité est celle effectuée dans une ville autre que le lieu de la résidence administrative du missionnaire. Les déplacements entrant dans le cadre des activités ordinaires et habituelles, propres à certains services publics et donnant droit à l'indemnité de chantier ou de tournée, sont exclus du champ d'application du présent décret. Les missions ouvrant droit à l'indemnité sont celles autorisées par le président de la République, le ministre secrétaire général de la présidence, le premier ministre, les ministres, les gouverneurs de région et les préfets.
Les cadres responsables des organismes publics doivent avoir également sollicité et obtenu l'autorisation des ministères et administrations déconcentrées de tutelle. Chapitre 3. Missions à l'étranger. Les missions à l'étranger des membres du gouvernement sont autorisées par le président de la République après avis du Premier ministre. Les missions à l'étranger des hauts cadres, des cadres et autres agents de l'État sont accordées par le Premier ministre ou son délégataire à qui devront être fournis les justificatifs démontrant la nécessité des dites missions. Les déplacements à l'étranger du personnel de la présidence de la République sont autorisés par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Les missions à l'étranger des organes exécutifs, des autorités administratives indépendantes, AAI, sont accordées par la présidence de la République après avis des présidents de leur conseil de régulation. Celles des responsables des autres structures de l'État ne relevant pas d'un département ministériel sont accordées par la présidence de la République. Les déplacements à l'étranger de la haute hiérarchie militaire et des autres membres des forces de défense sont autorisés par le ministre en charge de la Défense. Chapitre 4. Dispositions finales. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celle du décret numéro 91-078 PRG SGG du 28 février 1991 fixant les indemnités journalières de mission des membres du gouvernement, des cadres et autres agents de l'État hors du territoire national de résidence prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 30 octobre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, le Premier ministre, chef de gouvernement, a donc présidé la cérémonie de signature conjointe du mémorandum d'entente et de la lettre de garantie pour l'initiative de l'indépendance vaccinale. La signature a eu lieu entre le ministère de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cette initiative devra permettre à la Guinée de bénéficier, entre autres, du refinancement des vaccins et du matériel d'injection. Adi Kamara. Ces signatures confirment le soutien de l'UNICEF au gouvernement guinéen dans le cadre du plan d'adhésion à l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Cet engagement vise à renforcer la capacité du pays à accéder aux vaccins de qualité et en quantité suffisante tout en optimisant les ressources financières. Avec l'acquisition cette année de nouveaux équipements pour la chaîne de froid, nous franchissons une étape décisive pour améliorer non seulement l'efficacité, mais aussi la qualité des services que nous offrons à chaque citoyen, et ce, même dans les zones les plus reculées de notre pays. Il s'agit entre autres de 262 réfrigérateurs solaires, de 8 véhicules frigorifiques, 2 camions frigorifiques, 4 chambres froides pour les 4 régions, 729 caisses isothermes, 800 porte-vaccins, 4 camions secs, 343 motos pour la stratégie avancée dans la communauté, 2 véhicules de supervision, 50 kits de prise en charge des cas de rougeole. Ces équipements représentent un investissement stratégique pour assurer la sécurité et l'intégrité des vaccins que nous administrons. L'accès des enfants à des vaccins de qualité est une priorité du gouvernement, d'où la nécessité pour les partenaires au développement de mettre en place des stratégies permettant d'éviter des ruptures d'approvisionnement en vaccins dans les établissements sanitaires du pays. Suite à un long processus et une évaluation technique pointue, l'Organisation mondiale de la santé vient de certifier cette année l'élimination du tétanos maternel et néonatal en Afrique de Guinée. Défini comme étant l'atteinte d'un taux annuel de moins d'1 cas de tétanos néonatal pour 1000 naissances vivantes dans chaque district sanitaire,
La dernière étape de l'exercice de validation de cette élimination a été effective en Guinée du 23 mai au 4 juin 2024 dans le district sanitaire de Sigiri, frontalier à la République du Mali. À un moment où le système de santé guinéen est confronté à des épidémies multiples et simultanées, des maladies évitables par la vaccination, l'élimination du tétanos maternel et néonatal est porteuse de grands espoirs en matière de santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. La signature du mémorandum et de la lettre de garantie d'un montant de 2 500 000 $ constitue une étape majeure pour finaliser le processus de l'initiative pour l'indépendance vaccinale. Cela permettra au pays de bénéficier de préfinancement des vaccins et de matériel d'injection par l'UNICEF, offrant la flexibilité et le temps nécessaire pour le paiement des factures qui seront livrées. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, exhorter le gouvernement à continuer d'assurer chaque année la sécurisation des fonds nécessaires pour permettre la poursuite de l'initiative pour l'indépendance vaccinale, garantissant ainsi la disponibilité continue des vaccins de qualité, gage du succès d'un programme de vaccination réussi. Ces signatures constituent une étape majeure qui va garantir à la Guinée la disponibilité des vaccins en quantité et en qualité à moindre coût. Je dois rappeler que le pilier sur lequel cette transition repose, c'est avant tout le social. Le social, cela veut dire quoi? Les préoccupations essentielles des autorités, c'est l'être humain. L'être humain dans sa dimension de sécurité sanitaire, l'être humain dans la dimension du développement du capital humain, l'éducation, la formation et d'autres aspects qui progressivement sont en train d'émerger dans notre pays. Donc la santé, la vaccination, c'est une obligation pour les autorités publiques de tout mettre en œuvre pour que tous les enfants et toutes les personnes résidant en Guinée puissent être vaccinés en cas de nécessité. En célébrant aujourd'hui cet événement majeur, l'initiative d'indépendance vaccinale, nous célébrons également une vision ambitieuse, saine d'une Guinée forte, unie pour le bien-être de tous ses citoyens. Ce plan d'adhésion de la Guinée à l'initiative pour l'indépendance vaccinale va offrir des opportunités au pays de posséder des produits de qualité tout en répondant à tous les besoins de vaccination à chaque étape de la vie. Au Conseil national de la transition maintenant, l'heure est aux préparatifs de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Après le passage du personnel de l'administration parlementaire, c'est au tour des membres des coordinations régionales de renforcer leurs capacités. Ces acteurs ont donc appris des techniques de communication et d'animation sur la vulgarisation de ce document. Reportage Mohamed Lamine Kamara, Mohamed Diansane et Robert Sidutolno. L'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle constitution a été un travail de fourmi où tout est passé au peigne fin pour donner un document qui a pour vocation de rassembler tous les Guinéens. Ce texte fondateur ne peut être approuvé sans être soumis à un processus de vulgarisation à grande échelle. Après le perfectionnement des cadres parlementaires, c'est au tour des membres des coordinations régionales venus des 4 coins du pays. L'un des critères qui ont prévalu au choix de la formation des coordinations régionales, parce qu'elles ont ces langues à leur disposition, elles peuvent mieux communiquer à travers ces langues. Mais en plus de ça, il y a d'autres mesures que M. le Président du Conseil national de la transition a déjà prises. Il s'agit des relais qu'on va trouver sur le terrain, il s'agit de la collaboration avec les autorités locales, avec les notabilités à l'intérieur du pays. Nous avons dit et précisé que le document qu'on veut présenter n'est ni la Constitution, ni le projet de Constitution, c'est un avant-projet. Alors ça veut dire quoi? Qu'on peut tout encore modifier, qu'on peut tout changer, parce que l'objectif du président dans ça, c'est de prendre en compte les préoccupations des Guinéens dans la constitution qu'on va soumettre au référendum. La stratégie pédagogique qui sera appliquée lors des assemblées consultatives
pour une bonne technique de vulgarisation et d'animation est celle participative, un mécanisme efficace qui permettra de faciliter la compréhension du public cible. Celui qui est formé en juridique peut mieux comprendre que tout le monde et d'autres intellectuels. Mais est-ce que celui qui n'a pas été à l'école peut comprendre? Donc on nous a appelés pour pouvoir nous donner le guide, la force et la compréhension pour pouvoir communiquer avec la population à la base. À cette rencontre, des consignes d'encouragement et de motivation sont données par le président du CNT. Ces vulgarisateurs locaux retourneront dans leur circonscription territoriale dans l'espoir de pouvoir restituer fidèlement les notions acquises sur les techniques de vulgarisation. Toujours à Conakry, la communauté turque était en fête des retrouvailles pour célébrer les 101 ans de l'accession de leur pays à l'indépendance. La fête a regroupé les autorités guinéennes, les amis, les diplomates accrédités et certains officiers de l'armée nationale. Et parmi les invités, notre reporter Mohamed Troa Kamara. Voici son compte rendu. 1923-2024, il y a de cela 101 ans que la Turquie a accédé à la souveraineté. Une victoire du père de la Turquie moderne, Mustafa Kemal alias Atatürk. En Guinée, c'est un réceptif hôtelier qui a servi de cadre à cette célébration. Au nom de mon pays et de ma nation, je remercie tous nos amis et invités qui partagent notre joie de fête dans notre pays et dans différentes régions du monde. Nous éprouverons aujourd'hui le bonheur et la gloire méritée de marquer le premier anniversaire du nouveau siècle de notre République. Une occasion pour l'ambassadeur de livrer le message du ministère turc des Affaires étrangères. Nous sommes très honorés et heureux de célébrer notre fête nationale ce soir avec votre participation, qui est ma première fête nationale ici en Guinée. Un pays frère et ami avec qui nous entretenons des relations proches basées sur une amitié solide, une collaboration sincère et une solidarité ferme. Pour nous, la Guinée, qui est un pays pivot dans cette sous-région et dans le continent africain en général, représente un partenaire fiable qui s'évertue pour préparer un meilleur avenir pour son peuple. Le ministre des Affaires étrangères guinéen a, au nom du gouvernement, rendu un vibrant hommage à ceux qui ont versé leur sang pour l'indépendance de la Turquie. Notre pays, son gouvernement et particulièrement son président, son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, sont heureux de prendre part à vos côtés à la cérémonie commémorative du 101e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie. Je voudrais terminer, monsieur l'ambassadeur, en vous rassurant de notre ferme détermination. La détermination du président de la République, la détermination du CNRD, la détermination du gouvernement guinéen et du peuple guinéen à rester soudés au peuple, au gouvernement et au président de la Turquie. Ils étaient nombreux à la cérémonie, les officiers, des diplomates accrédités en Guinée, les commerçants, anciens étudiants en Turquie, bref, les amis de ce grand pays ami. Et nous allons prendre maintenant la direction de la République démocratique du Congo, où réside un nombre important de Guinéens. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est que beaucoup d'entre eux viennent de recevoir leur passeport biométrique. Et c'est la première fois que ces documents sont distribués sur place. Nos compatriotes remercient donc les autorités pour ce geste hautement symbolique. Les images que vous allez voir sont commentées par Alpha Siagabar. Plus de 1500 Guinéens vivent en République démocratique du Congo. La plupart d'entre eux avaient commencé à avoir quelques difficultés de mobilité, faute de documents de voyage. Et un problème en passe d'être résolu avec cette première opération de distribution de passeports biométriques. Près d'une centaine de compatriotes sont venus à l'ambassade pour retirer leurs documents. Je viens de recevoir mon passeport biométrique. Je remercie beaucoup son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Vraiment, c'est une première
Nous avons longtemps rêvé de cela et je peux dire que c'est un rêve qui est devenu une réalité. C'est la première fois que l'opération a lieu dans ce pays, malgré le grand nombre de compatriotes qui y vivent. Beaucoup d'autres Guinéens de la RDC ont encore besoin de passeports biométriques. Je viens de remettre aux bénéficiaires un premier lot de passeports biométriques délivré par Conakry. C'est le lieu pour moi de remercier le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, son ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, et celui de la sécurité et de la protection civile, le général Bachir Diallo, pour avoir coordonné avec leurs équipes respectives toutes les opérations d'enrôlement et de délivrance des passeports biométriques en faveur de nos compatriotes résidant en RDC. Récemment, le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda Kouyaté, au nom du chef de l'État, a instruit les chefs des missions diplomatiques d'intensifier les opérations d'enrôlement pour permettre aux ressortissants guinéens où qu'ils soient d'avoir leur passeport biométrique. L'ambassadeur Sékou Camara a prévu d'envoyer une équipe dans les autres pays de sa juridiction pour d'autres opérations d'enrôlement. Retour en Guinée pour dire que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation continue de présenter le résultat final de l'évaluation des partis politiques. Et pour la deuxième journée, le document a été porté à la connaissance des représentants des institutions républicaines et des corps diplomatiques accrédités en Guinée. Il est question de permettre aux différents acteurs impliqués dans le processus d'être au même niveau d'information. Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Après les partis politiques, les membres de la commission d'examen placés sous l'égide du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation ont présenté le résultat final d'évaluation des partis politiques à ses représentants des institutions républicaines, ambassades accréditées en Guinée et partenaires techniques et financiers. La démarche s'inscrit dans une logique de transparence et d'inclusion de tous les acteurs concernés. Quand vous travaillez et que vous avez atteint un résultat, il faut vulgariser ce résultat. Il faut tenir compte de l'ensemble des acteurs du processus électoral, mais également l'ensemble des parties prenantes qui nous accompagnent. Ces partenaires techniques et financiers sont des parties prenantes au processus de retour à l'ordre constitutionnel. Nous voulons assainir l'espace politique pour qu'il y ait des élections justes, équitables et transparentes dans notre pays. Donc nous avons été honorés, ils ont répondu présent à notre appel et ils ont reçu, sont repartis avec la copie du rapport. Les partis politiques recevront demain la copie de leur rapport également. Selon les autorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, cet exercice d'évaluation qui a porté sur les 211 partis politiques a été une innovation depuis l'avènement du multipartisme en Guinée. C'est le temps pour moi de remercier le CNRD, d'adresser mes admirations au président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, nous avons reçu les diplomates, les ambassadeurs, pour témoigner leur accompagnement, pour dire que la communauté internationale accompagne le CNRD, accompagne le général Mamadi Doumbouya, accompagne le peuple de Guinée dans le cadre de l'assainissement du fichier des partis politiques. La cérémonie a aussi connu la remise des exemplaires du rapport aux représentants des institutions républicaines présentes, ceux des ambassades invitées et partenaires techniques et financiers évoluant aux côtés de la Guinée dans ce processus. Merci Amadou Touré. C'est également un nouvel acte de reconnaissance du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, à l'endroit de l'ancien président de la République, feu général Lansana Conté. La résidence présidentielle de ce dernier vient d'être rénovée. 8 bâtiments réhabilités pour rendre un hommage mérité aux anciens et à cet officier général qui a vaillamment servi la Guinée avec tous les honneurs. Le ministre de la Défense nationale, le commandement militaire et les membres de la famille de feu général Lansana Conté étaient mobilisés pour l'inauguration de l'édifice. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. La
commémoration de la fête du 1er novembre marquant la création de l'armée guinéenne revêt un caractère particulier. Ici, au bataillon du quartier général Bekiji, le ministre de la Défense nationale, en compagnie de la hiérarchie militaire et les membres de la famille Conté, inaugure la résidence présidentielle du feu général Lansana Conté, deuxième président de la Guinée indépendante. Un acte symbolique du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Après celui de Farana, il s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État, mais aussi de la reconnaissance aux pionniers de notre indépendance. La résidence du général Lansana Conté, rénovée dans l'enceinte du bataillon du quartier général, est baptisée pour l'éternité résidence général Lansana Conté. Nous disons dans l'armée que le sens moral du devoir se cultive du haut vers le bas. Le chef, c'est l'exemple, le subordonné, c'est l'imitation. Voilà l'imitation et l'exemple à la fois. Le général imite le général Conté, en même temps, il donne l'exemple à la nouvelle génération. Cette résidence, restaurée par une entreprise de la place, a été entamée en mars 2023. Après 8 mois de travaux, elle est aujourd'hui remise aux autorités militaires avec plusieurs compartiments qui gardent toujours leur architecture. Nous avons une grande résidence principale qui est constituée de suites de salles de conférence et des fonctions annexes. 7 autres bâtiments, dont 3 résidences secondaires. Et nous avons également 3 annexes, dont une cuisine bien équipée, un bâtiment destiné aux militaires. Et avons également un annexe qui est destiné également pour les gardiens. Voilà. Mobilisée pour cette circonstance, la famille de feu général Lansana Conté n'a pas manqué de souligner sa satisfaction et sa reconnaissance à l'endroit du chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, elle garde un souvenir inoubliable après 2 décennies passées dans cette résidence. La famille est honorée. Cette cérémonie-là nous a grandi. Merci beaucoup. Cet endroit est vraiment symbolique pour la famille. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que j'ai pris mes premiers pas. C'est ici que j'ai connu l'armée. Et c'est ici que tout a fini aussi. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Merci l'armée guinéenne. Merci Monsieur le Président. Depuis sa prise de responsabilité à la tête du pays, le président de la République pose des actes de reconnaissance à la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la patrie, au présent comme au passé. C'est par cette visite guidée dans les locaux de la résidence présidentielle entièrement rénovée que cette cérémonie a pris fin. On en vient maintenant à la suite à Conakry des travaux de la 13e édition du Forum des femmes entreprenantes et dynamiques. En plus des panels, le savoir-faire des femmes africaines est également au centre d'une exposition. Des produits artisanaux sont exposés dans l'objectif de faire la promotion des compétences locales des pays invités. Mohamed De Camara pour des explications. Ces différents articles dans les stands symbolisent le génie créateur des femmes africaines. Pour l'édition 2024, plusieurs pays ont fait le déplacement sur Conakry pour proposer leurs produits. C'est l'ambition affichée du FIED qui fait de cette plateforme une opportunité d'affaires qui vise à booster les activités économiques des femmes sur le continent. Nous sommes venus en FIED Guinée présenter nos produits aux Guinéens et au monde africain. Je salue cette initiative qui est une bonne initiative. Je vois déjà que c'est la 13e édition. Moi, c'est la première fois que j'y participe et je compte y participer pour dans d'autres pays. Nous sommes beaucoup de structures dans la teinture, la saponification. Nous avons des femmes qui nous représentent à Dabola et à Bandiana, qui sont dans la transformation de nos produits locaux, notamment le beurre de karité. Elles ont pris le prix de l'or du beurre de karité dans toute la République de Guinée. Ces échanges commerciaux entre les pays africains constituent un début de réseautage favorable à l'autonomisation garantie des femmes en Afrique. En tant que femme africaine, on est vraiment honoré
de participer à cet événement grandiose qui a rassemblé toutes les femmes entreprenantes et dynamiques de l'Afrique des différents pays. C'est le moment de partager notre expérience, c'est le moment d'être solidaire. Toutes ces actions en faveur de l'émancipation des femmes sur le continent est une volonté voulue par le FIED et soutenue par les pouvoirs politiques en Afrique. Et puis lutte contre les violences basées sur le genre, le club des jeunes filles leaders de Guinée vient de tenir la 3e édition du forum de la jeune fille guinéenne ici à Conakry. Un rendez-vous des filles et des femmes, mais aussi un espace d'échange des parties prenantes sur des questions liées aux violences basées sur le genre. Yaya Silla. 3e édition du forum de la jeune fille guinéenne ici à Camayen. Le club des jeunes filles leaders de Guinée a mobilisé un parterre de personnalités, des partenaires techniques et financiers et surtout des femmes et filles autour du thème « Violence basée sur le genre, progrès réalisés et défis persistants ». Au cours de ces 2 jours, nous aurons l'occasion de partager des expériences et des connaissances avec les différents acteurs présents ici, qui œuvrent dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous allons ensemble faciliter le réseautage et la collaboration entre les services de l'État, les organisations locales, nationales et internationales pour une action coordonnée et efficace. Ce forum qui s'est voulu un espace d'échange et de partage d'idées entre filles et femmes est une opportunité pour elles de bénéficier d'expériences pour leur bien-être. Protéger les droits des filles n'est pas seulement une question de justice sociale. C'est aussi une condition indispensable pour assurer leur épanouissement personnel et leur affirmation professionnelle dans notre pays. Le gouvernement s'engage à poursuivre l'extension des programmes d'éducation pour toutes les filles. Nous renforcerons aussi nos actions en matière de justice pour que chaque victime de violence puisse obtenir réparation. Plusieurs panels ont marqué ces 2 jours de rencontres, dont celui qui a réuni la société civile, le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Au terme de la rencontre, plusieurs propositions ont été faites à l'intention des décideurs. Un autre combat livré en ce mois d'octobre, c'est celui contre le cancer du sein, le cancer qui touche de nombreuses femmes à travers le monde. En Guinée, les chiffres montrent l'étendue de la maladie avec des milliers de nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Malheureusement, plus de la moitié de ces malades sont dépistés à un stade avancé. C'est le cas par exemple de Aïda Silla qui a accepté de raconter son histoire à Adiatoubari. Dans le corps de Aïda, le cancer s'est développé. La maladie a atteint son sein gauche qui est aujourd'hui au 3e stade de progression. Elle vit au quotidien les douleurs de la maladie. Cette maladie a commencé au niveau de mon sein gauche par une boule et cela a continué à me fatiguer jusqu'à ce que je suis venue ici. Les médecins m'ont demandé de faire des examens. Sans connaître les premiers symptômes du cancer du sein, Aïda a été surprise par la pathologie. À l'image d'elle, de nombreuses patientes des 2 premiers types de cancer féminin ignorent les signes de la maladie. La femme peut découvrir une boule dans son sein, elle peut trouver une plaie ou une ulcération de la peau, un écoulement qui est fait du pus ou du sang qui provient au niveau de son mamelon ou une volumineuse masse qui se retrouve au niveau du cri axillaire. Concernant le cancer du col, la femme va venir pour des hémorragies spontanées lors des toilettes. Elle voit le sang couler hors des règles. Comme elle peut avoir des douleurs pelviennes, elle peut également avoir des douleurs qu'on appelle dysparénie lors des rapports sexuels ou des léchories persistantes, ça veut dire des pertes. Malgré le traitement, les pertes persistent. Si la femme voit ces signes peuvent l'alerter. Elle peut aller consulter un médecin qui pourra adapter son traitement. Pourtant, le dépistage précoce est bien possible en Guinée. D'ailleurs, il donne la chance aux patientes du cancer du sein et du col de l'utérus de bien guérir de la maladie. Le cancer n'est pas une fatalité. Le cancer du dos, on est guéri à 100%.
il y a tout un traitement. On dit aujourd'hui le cancer est fréquent, il y a beaucoup de cas de cancer parce qu'il n'y avait pas de spécialistes. Aujourd'hui, il y a les spécialistes qui sont dans le pays et c'est des services spécialisés avec tous les examens qui se font chez les autres se fait en Guinée. Donc on peut diagnostiquer le cancer du sein, on peut traiter le cancer du sein et on peut guérir du cancer du sein. Donc le dépistage nous permet de traiter très tôt et de prendre très tôt ces pathologies en charge. Pour échapper au cancer du sein et du col de l'utérus, la pratique régulière du sport et la vaccination contre le virus du papilloma humain responsable du cancer du col de l'utérus sont des moyens de prévention sûrs. Et c'est justement pour réduire les risques liés au cancer du sein que sur le terrain, vous allez le voir, des actions se multiplient. Cet après-midi, elles étaient nombreuses, ces femmes membres du gouvernement et des anonymes, à se retrouver pour véhiculer des messages de sensibilisation contre la maladie. C'est la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique qui a présidé la rencontre. Mamadou Saliouba. À l'unisson, elle donne de la voix pour attirer les attentions sur l'un des cancers les plus répandus. Le cancer du sein touche une femme sur 4 dans le monde, d'après les spécialistes. Aujourd'hui, en tant que membre du gouvernement et portant la vision du chef de l'État qui est matérialisée dans un programme sous le leadership du Premier ministre, il est de notre devoir d'accompagner ces mouvements et de leur dire que le gouvernement ensemble monte des programmes, des projets pour appuyer ces campagnes de sensibilisation. Il est important qu'on délie les langues, qu'on ne mystifie pas cette maladie, qu'on se dise qu'on est capable de réduire les risques de décès en montrant aux femmes qu'est-ce qu'il faut faire, où aller, quelles sont les options qui sont disponibles. Il est important de se faire dépister au moins une fois les 2 ans. C'est gratuit. Il est important d'aller dans un centre de santé qui est très proche de nous pour nous faire dépister pour de la prévention. C'est ce qui est important. Pendant des heures, personnalités publiques et anonymes en synergie ont véhiculé des messages pour réduire les risques liés au cancer du sein. Derrière cette mobilisation sociale, Fitness Fit et Bellicom. On est là pour le bien-être de notre communauté parce que ça fait partie aussi de la sensibilisation parce qu'on a des membres de famille ou des proches qui sont atteints. Ce qu'on leur dira, c'est vraiment de prendre soin de soi-même, d'aller se faire consulter chaque année pour connaître leur statut. Si une jeune dame prend cette initiative de pouvoir rassembler toutes les couches, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, à se retrouver et faire le sport et sensibiliser, non seulement organiser aussi un dépistage, je pense que c'est important qu'on puisse l'accompagner. Cette mobilisation, c'est aussi pour collecter des fonds pour soutenir les femmes touchées par le cancer du sein. Au même moment, un dépistage gratuit est organisé pour détecter à temps le cancer du sein. Santé toujours, avec cette fois la lutte contre les maladies oculaires. Le service ophtalmologie de l'hôpital militaire de Conakry boucle sa campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit dans la 2e région militaire de la baie. C'est une action citoyenne portée par le ministère de la Défense nationale en vue d'aider des personnes qui souffrent de pathologies oculaires. Adjudant-chef Mamadou Alioubari de la presse militaire. L'Abbé, la ville de Karamoko Alpha, 2e région militaire du pays. Cette cité constitue la dernière étape de la campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des troubles visuels. À l'image des autres régions militaires, le camp El Hadj Oumar Tall connaît à son tour une forte affluence. Des personnes souffrant de presbytie et autres maladies oculaires sont prises en charge par les médecins militaires. Cette caravane médicale constitue un axe d'effort pour les autorités qui, dans la lutte contre la cécité, ne ménagent aucun effort pour apporter des soins de qualité aux populations qui sont concernées par la présente campagne. La vue est un sens précieux qui nous permet de percevoir et d'apprécier le monde qui nous entoure. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent de problèmes de vue qui, s'ils ne sont pas traités à temps, peuvent entraîner une diminution de qualité de vue ou complications. Nous devons tous saisir de cette opportunité et c'est sur cette note d'espoir que je déclare lancé et clos cette consultation ophtalmologique gratuite faite par le service de santé des armées. Cette campagne humanitaire est inscrite dans l'agenda
du chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, vise à lutter contre les troubles visuels, devenus aujourd'hui une question de santé publique. Je suis là ce matin pour recevoir des soins de santé pour les yeux. On m'a consulté et on m'a donné une paire de lunettes et des médicaments. Je remercie les autorités et je remercie le corps médical et toutes les personnes qui m'ont soutenu aujourd'hui. Ce que j'ai vu tout de suite là, ce matin, juste avant que je puisse faire la visite, je n'avais pas vu. Il nous a donné les lunettes et certains médicaments pour pouvoir traiter ça 3 fois par jour. Elle vient s'ajouter aux actes déjà posés par le commandement militaire dans la prévention de la santé des populations guinéennes. Il faut noter que nous avons pu consulter dans l'ensemble des 4 régions militaires plus de 6046 personnes. Parmi les patients vus, au moins 5500 ont bénéficié des lunettes de presbytie, d'hypermétrope et de myopie. Tous sujets à partir de 40 ans, voire 45 ans et plus, doivent consulter, même s'il n'a rien. Initiée par le ministère de la Défense nationale et exécutée par la Direction générale du service de santé des armées, cette campagne a duré 3 semaines. Elle a permis de toucher près de 6000 personnes sur toute l'étendue du territoire national. L'actualité, c'est aussi la signature d'un accord de convention au ministère de la Pêche et de l'Économie maritime. Il s'agit de l'assainissement des différents débarcadères du pays, une initiative qui prévoit donc de retirer les filets de pêche abandonnés en mer et d'autres activités annexes, une manière de préserver l'environnement marin de notre pays. Reportage Al-Gassi Mouba et Sekou Sissoko. Préserver la santé publique à travers les produits halieutiques, une préoccupation du département de la pêche. À travers cette signature d'accord de convention, le ministère s'engage à assainir l'environnement marin. Une initiative portée par l'entreprise Pago Investissement Sarl. Nos objectifs sont clairs et ambitieux, visant à retirer les filets de pêche abandonnés et les recycler pour leur offrir une seconde vie et à sensibiliser la communauté locale à l'importance de la pêche durable et à créer des emplois. Ces actions sont cruciales pour assurer un avenir durable pour nos océans et nos écosystèmes marins. Le présent projet de coopération technique vient appuyer les efforts du gouvernement et des partenaires bi- et multilatéraux pour opérationnaliser le plan stratégique de propriété halieutique de la République de Guinée afin de renforcer la capacité des parties prenantes. La préoccupation en termes de sécurité alimentaire tient beaucoup à cœur le président de la République. Et pour avoir vraiment une alimentation saine, il faut que l'environnement aussi s'y prête. Et je pense que ce genre d'initiative est à saluer et montre vraiment une citoyenneté de la part de l'ONG Pago Investment de pouvoir aider le gouvernement à travers des actions qui vont vraiment nous aider à avoir nos ports et débarcadères propres. Soucieux de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ce projet d'appui à l'assainissement vient s'ajouter aux multiples interventions de l'organisation dans le secteur de la pêche et de l'économie maritime. Il prévoit des campagnes de collecte, la mise en place d'installations de recyclage et la création d'opportunités d'emplois locaux au sein des différents débarcadères du pays. Une question dans ce journal, comment préparer les élèves à la vie professionnelle? Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et ses partenaires portent la réflexion et mettent les efforts ensemble. Les cadres du département ont conçu des supports pédagogiques. C'est une réforme qui doit faciliter la tenue des cours pratiques à l'intention des élèves. Abdul Aziz Baldé. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire poursuit son processus d'innovation pédagogique. À travers l'UNIRAP, un projet de renforcement des compétences de vie est désormais disponible dans le cursus scolaire. À partir de l'élémentaire, les élèves sont sensibilisés à la vie professionnelle. Mais bien avant cette phase pratique, les modules sont conçus puis validés devant les porteurs du projet. Vous savez, dans le cursus scolaire de l'enfant, de par le passé, il est entre les 4 murs de la classe. Souvent, il apprend sur certains métiers auquel l'enseignant ne fait pas de référence pour faire une articulation entre le cours qui est donné en classe. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une articulation forte entre les contenus théoriques
en français, en mathématiques par exemple, avec les métiers qui sont déployés dans l'environnement de l'enfant. L'IG désormais va intégrer cette approche dans les outils que nous avons en matière d'encadrement et de contrôle sur le fonctionnement des écoles bénéficiaires de la mise en œuvre de cette approche, qui va renforcer les enseignants et les élèves dans la préparation à la vie professionnelle des enfants. Ce programme de préparation à la vie professionnelle est un grand pas pour le MIPUA. Il permettra à l'élève de suivre les cours théoriques, mais en lien avec les métiers qu'il côtoie dans son environnement. Le programme est soutenu par l'Union européenne, mis en exécution par la GIZ. Nous nous sommes rendus compte avec les ministères partenaires que ces enfants-là, quand ils terminent la fin du cycle de l'élémentaire, ils n'ont aucune connaissance de en ce qui concerne les métiers. Donc au niveau de l'élémentaire, nous implémentons cette approche pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers afin de se faire une idée et se projeter sur l'avenir. Plusieurs supports de formation sont validés et la formation des formateurs programmée dans les jours à venir. Aider les enfants à s'orienter vers les filières de formation professionnelle est le principal résultat attendu. On se rend à présent dans le district de Dantoulman, sous-préfecture de Tanene, à Boké. Là-bas, la société minière GAC participe activement à la promotion de l'éducation à la base. Des fournitures scolaires sont mises à disposition pour encourager la scolarisation des enfants et principalement des jeunes filles. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de Younoussa Tawel Kamara. Le district de Tantoulman, sous-préfecture de Tanene à Boké, est l'une des zones où la société minière GAC exerce ses activités. Pour accompagner le gouvernement dans sa politique de scolarisation des enfants et surtout les jeunes filles, la société minière enclenche une campagne de sensibilisation des parents couplée à la distribution des kits scolaires aux élèves du district. GAC est fier de soutenir cette mission qui ne se limite pas seulement à promouvoir la scolarisation, mais qui travaille aussi à transformer les mentalités et à lever les obstacles culturels et sociaux qui freinent les jeunes filles dans leur parcours éducatif. Cette campagne reflète notre engagement collectif à faire progresser l'égalité des chances. En unissant nos forces, nous avons le pouvoir de transformer la vie de nombreuses jeunes filles et de bâtir plus promoteur pour notre nation. Pour mener à bien cette campagne de sensibilisation et de distribution de fournitures scolaires dans cette zone rurale, l'acteur sollicite l'implication des parents, des encadreurs, mais aussi du club des jeunes filles, leader de Guinée. Une fille bien éduquée, une fille bien faite, c'est une société civilisée. C'est une société où repère. Ici, au nom de mon ministre, que vous en soyez très sincèrement à remettre. Accepter de libérer les enfants, accepter de les envoyer à l'école, accepter de débarrasser des mariages précoces. En plus de l'école élémentaire de Tantoulman, dans la sous-préfecture de Tanene à Boké, plusieurs autres districts de la zone sont visés par cette campagne de sensibilisation et de distribution des fournitures scolaires initiées par GAC. À Mandiana aussi, les communes rurales de Koyaran et Koundian accueillent un projet social pour renforcer l'accès à l'éducation des enfants. C'est le geste de la Société des mines de Mandiana, engagée à contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des tout-petits en milieu rural. Yamokaba. Cette année encore à la Société des mines de Mandiana, les moyens sont créés pour faire des erreurs au sein des communautés impactées. Dans le registre du contenu local, des matériels scolaires sont disponibles pour accompagner le système éducatif. Aujourd'hui, Honor nous a donné de venir fournir un don de kit scolaire qui rentre dans le cadre de l'accompagnement des élèves et des parents d'élèves en matière d'éducation. Donc c'est un budget de pratiquement 400 millions de francs guinéens qui a été reparti entre les deux sous-préfectures de Koundian et de Kodiaran. Qui pense à la vie des élèves, pense à l'avenir d'un pays, pense à l'avenir d'un peuple. Parce que nous disons en longueur de journée que ces enfants-là sont l'avenir de demain. Et s'ils sont l'avenir de demain, c'est maintenant il faut chercher à les mieux outiller. Des bourses scolaires sont aussi valorisées
pour inciter les parents à envoyer des enfants à l'école. L'abandon scolaire et l'exploitation des enfants dans les zones minières, autant de priorités pour intensifier cette lutte commune. Cette année, le premier de Mandiana, il est de Koundian, le plus jeune, donc il a été intégré dans la bourse à partir de cette année. Et lui, on le suivra parce qu'il a été le meilleur élève de la préfecture, malgré qu'il n'est pas dans la zone impactée du projet. Les partenaires sont en train de nous aider. Ce que les parents devaient faire, la société a fait un premier pas vers eux pour les appuyer en dotant nos enfants de kits. À Kodjaran et Koundian, deux communes rurales de Mandiana, ce respect de la responsabilité sociétale touche 14 établissements scolaires publics. Alléger les charges financières des parents, une ambition affichée pour renforcer le partenariat autour des actions de développement local. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi, notamment à Bomboli, dans la préfecture de Pita. Je vous revois demain pour d'autres actualités de la Guinée. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.